Merci de m'accueillir parmi vous. Je suis très honoré par cette invitation. Je pense que j'aurais dû regarder le titre avant d'accepter. Je vais traiter un sujet un peu difficile sur lequel les résultats de la recherche ne sont pas forcément très présentables, très convaincants. Donc voilà, je vais vous présenter un état des connaissances qui va pas masquer les difficultés qu'on a dans ce domaine quand on essaye de produire des connaissances au service de la différenciation pédagogique. Ça va être un point de vue orienté. Je ne parlerai pas de différenciation pédagogique pour les élèves porteurs de troubles. Je parlerai de différenciation pédagogique pour des élèves, en France on dit ordinaires, qui sont moins avancés que d'autres pour tel, et j'insiste, tel ou tel apprentissage précis. Donc on ne parle pas d'un élève qui est en difficulté, on parle d'un élève qui est en difficulté pour réaliser tel apprentissage avec telle tâche. Donc un élève peut très bien être en difficulté pour cette tâche et ne pas être en difficulté pour telle autre tâche. Je ne parlerai pas de style d'apprentissage, parce que dans le domaine, c'est assez difficile d'avoir des résultats probants. Quand on s'intéresse à la littérature sur la différenciation pédagogique, on est frappé par des résultats qui, à première vue, sont surtout décevants. Quand on regarde les mesures d'efficacité qu'il y a dans le domaine, autrement dit, on a deux classes, une classe où il y a de la différenciation pédagogique qui est mise en œuvre, une autre classe avec des élèves qui ressemblent à ceux de la première classe dans laquelle on ne met pas en œuvre de différenciation pédagogique. On regarde, je ne sais pas, mettons le niveau des élèves au mois de septembre, on va re-regarder le niveau des élèves au mois de juin. La classe qui bénéficie de différenciation pédagogique ne s'en sort pas mieux que l'autre, voire parfois c'est même moins bien. Peut-être qu'une des difficultés vient du fait que différenciation pédagogique est un terme extrêmement vague qui peut correspondre à des pratiques qui sont extrêmement différentes et en rendant compte d'un effet qui, au bout du compte, n'est pas très convaincant, peut-être que ça masque en réalité des pratiques extrêmement différentes. Par exemple, dans une très belle synthèse qui a été coordonnée par Marcel Craé, on voit que quand il s'agit de différencier en fonction des objectifs d'apprentissage, c'est-à-dire des connaissances à apprendre, les élèves les plus avancés ont des connaissances de plus haut niveau à apprendre, les élèves les moins avancés ont des connaissances de moins haut niveau à apprendre, on produit assez systématiquement des effets négatifs. Les élèves les meilleurs deviennent encore plus forts, les élèves les plus fragiles deviennent encore moins performants, et après un an, on a une hétérogénéité au sein de la classe qui est encore plus prononcée. C'est un résultat qui est connu depuis fort longtemps et qui est assez systématiquement obtenu. Il y a d'autres façons de faire. Plutôt que différencier en fonction des objectifs, des connaissances, on va différencier sur le temps. Les élèves les plus fragiles vont avoir 1 heure de plus par semaine, 2 heures de plus par semaine, 3 heures de plus par semaine, donc du temps d'enseignement-apprentissage supérieur. Et ces stratégies-là peuvent être efficaces sur certaines conditions, mais peuvent produire aussi des effets délétères, notamment si dans ce temps supplémentaire, on refait de la même manière ce qui n'a pas marché pendant le temps ordinaire, si on ne change pas, par exemple, la façon d'aborder les connaissances. Il y a une autre façon de faire de la différenciation pédagogique qui a été l'objet d'énormément de travaux. C'est une approche qui est centrée sur une individualisation de la prise en charge de tel ou tel élève en difficulté, fondée sur un diagnostic approfondi de la difficulté de tel ou tel élève. Et ces approches-là produisent des effets qui sont peut-être parmi les plus disparates de la littérature dans le domaine, avec des effets parfois très positifs, des effets parfois nuls et des effets parfois franchement délétères, notamment quand cette prise en charge individuelle, fondée sur un diagnostic approfondi,
produit un processus de stigmatisation de l'élève le plus en difficulté, qui non seulement est en difficulté, mais maintenant il a l'étiquette de l'élève le plus en difficulté de la classe. Donc, ces résultats à propos de la différenciation pédagogique, qui ne sont pas franchement folichons, ont donné lieu à l'organisation d'une conférence de consensus en 2017 par le CNESCO en France, conférence de consensus dans laquelle sont intervenus des collègues belges, suisses, canadiens et français à qui on a demandé de faire le point sur ce domaine de la recherche à propos de la différenciation pédagogique. On demande à un jury, qui est un jury dans lequel il y a des élèves, des professeurs, des formateurs, des chercheurs, des cadres, des gens qui n'ont rien à voir avec le secteur de l'éducation, des parents, moi dans mon conférence consensus, il y avait un banquier, enfin voilà, des gens très divers qui ont écouté les experts pendant 2 jours, de produire des recommandations. C'est très important pour comprendre les conférences de consensus, ce ne sont pas les experts qui produisent les recommandations. C'est un jury qui n'a rien à voir avec les experts, qui, après les avoir entendus, produit des recommandations. Vous savez pourquoi? Essayer de mettre 2 experts d'accord sur un sujet, c'est absolument impossible. Donc on confie toujours à un jury externe la production de conclusions et de recommandations. Et effectivement, si vous allez sur le site du CNESCO, regardez les résultats de la conférence de consensus, on voit que malgré les résultats décevants dans le domaine, on a un certain nombre de pistes de travail qui sont proposées, et des pistes qui, de façon intéressante, commencent par des principes généraux pour faire réussir tous les élèves. C'est-à-dire, quelle est la première conclusion de la conférence sur la différenciation? C'est ne différenciez pas. D'abord, la meilleure façon de rendre service aux élèves les plus fragiles dans une classe, c'est de bien enseigner pour tous les élèves. Et puis, deuxième série de recommandations, encore une fois, des objectifs ambitieux communs à tous. Et là, il y a un certain nombre de points qui sont un peu plus précis. Il y a une série de recommandations sur les dispositifs dans la classe, qui sont aussi présentées. Et enfin, il y a une série de recommandations à propos de l'école et de l'établissement. Bien entendu, l'objectif de cette conférence n'est pas de vous détailler ces recommandations, puisque la conférence de consensus existe, les conclusions sont en ligne, les contributions des 25 experts sont en ligne, à l'écrit et en vidéo, avec un micro qui n'a pas très bien marché pendant les enregistrements. Je vous jure que c'est vrai. Et je vous invite, si vous vous intéressez à la différenciation pédagogique, d'aller écouter cette conférence qui était, de mon point de vue, vraiment passionnante. Du coup, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous présenter, de façon qui n'est pas contradictoire avec la conférence de consensus, mais 2 points de vue un petit peu particuliers, tout en gardant bien en tête, finalement, le point de vue de Marcel Craé, qui dit que la meilleure façon d'aider les élèves les plus fragiles au sein d'une classe reste de bien enseigner à tous les élèves de la classe. La différenciation pédagogique est une préoccupation secondaire. Donc, je vais essayer de vous présenter 2 pistes de travail. Une dans laquelle j'ai essayé de continuer dans la lignée des idées de Marcel Craé et des personnes qui ont contribué à ce très bel ouvrage, autour de l'idée de, s'il ne s'agit pas tellement de différencier en fonction des élèves, est-ce qu'on ne pourrait pas différencier en fonction des processus d'apprentissage? Autrement dit, adapter son enseignement au type d'apprentissage visé plutôt qu'aux élèves. Ça, c'est le premier point de vue que je vous présenterai. Et je vais essayer de le présenter rapidement. Et puis, je prendrai plus de temps pour présenter le second point de vue, qui est donc l'optimisation des ressources cognitives des élèves, c'est-à-dire comment on peut, plutôt que de changer, adapter des objectifs d'apprentissage à des élèves différents, on va adapter la tâche, c'est-à-dire que, ou le support, c'est-à-dire qu'on va faire varier l'exigence
on va faire varier temporairement l'exigence de la tâche et du support pour que l'apprentissage soit accessible à tous les élèves. Certains, ils vont avoir un apprentissage plus exigeant avec une tâche plus exigeante. D'autres, on va trouver des moyens de rendre la tâche moins exigeante pour que l'apprentissage, la connaissance reste accessible. Donc voilà les deux idées que je vais vous présenter. La première idée, effectivement, elle vient du fait que quand on est comme moi en psychologie cognitive et qu'on s'intéresse aux apprentissages, on a, c'est un peu la discussion qu'on a eue à midi, au bout d'un moment, le vertige, qui est de dire, mais pourquoi est-ce qu'on continue à utiliser le mot apprentissage ? C'est en réalité, sous le terme apprentissage, des processus qui sont tellement différents, et finalement, aider à apprendre, c'est tellement différent selon les processus qui sont en jeu que pour aider les enseignants à enseigner à tous les élèves, peut-être que la meilleure façon, c'est de prendre en compte ces différences qu'il y a dans les apprentissages. Je vais vous donner quelques exemples. Premier exemple, je vais vous faire participer. Donc la tâche consiste à fixer le centre de l'écran avec toute votre attention et de ne surtout pas lire ce que je vais afficher. D'accord ? Donc vous retenez vos compétences dans le domaine de la lecture. Vous êtes prêts ? Donc voilà, vous avez appris à lire et l'apprentissage de la lecture est essentiellement basé sur un processus qui est le processus d'automatisation. Et pour apprendre en automatisant, on poursuit un certain nombre d'étapes dans l'apprentissage qui sont assez particulières au processus d'automatisation. Et ce qui en résulte, c'est une connaissance qu'on appelle un automatisme qui a comme particularité d'être irrépressible. Alors un automatisme a beaucoup d'autres particularités, mais une de ces particularités, c'est que quand vous avez réussi cet apprentissage, vous ne pouvez plus le retenir. Vous n'avez plus le contrôle sur cette connaissance. Ce qui, dans un certain nombre de domaines, peut être un petit peu embêtant. Par exemple, dans cette étude, alors je fais exprès, je vous préviens d'avance, de ne citer que des vieilles études, pour essayer de montrer que tout ce que je vous présente, c'est absolument ancien, c'est absolument banal, c'est juste que beaucoup de gens ignorent ça, alors qu'en réalité, c'est très banal. Alors, dans cette étude, qu'est-ce qu'ont fait les collègues? Ils ont demandé à des radiologues de faire un diagnostic radiologique. Et ils leur ont proposé une radio des poumons qui était un petit peu difficile dans le sens où sur cette radio des poumons, il y avait 2 lésions. Et une des 2 lésions correspond à un diagnostic très fréquent. Et cette lésion, elle est très facile à voir. La difficulté, vous comprenez, du diagnostic, c'est qu'en quelque sorte, on ne voit que la lésion facile à voir. C'est un cas réel qui a été l'objet, par le passé, d'une erreur médicale. Et donc, on va essayer de resoumettre ça à des radiologues. Ce qu'on fait varier, c'est le niveau des radiologues à qui on propose ce diagnostic. Interne en début d'internat, donc ils sont en 6e, 7e année d'études. Interne en fin d'internat, ils sont en 8e, 9e ou 10e année d'études. Radiologue expérimenté, 10 ans d'études, 10 ans d'expérience professionnelle. Et radiologue expert, là c'est de la reconnaissance sociale, c'est-à-dire que l'expérience a lieu à Toulouse, dans mon ancien laboratoire. On demande tout simplement aux radiologues expérimentés de désigner parmi eux qui, sur la ville de Toulouse, sont vraiment les personnes les plus compétentes en radiologie. D'accord ? Et ce processus de reconnaissance sociale a permis surtout d'identifier des hospitalo-universitaires, alors que dans le groupe des radiologues expérimentés, il y a surtout des radiologues de ville. C'est bon? Vous comprenez l'expérience? Voilà les résultats. Dans cette étude, les collègues ont utilisé un protocole de verbalisation à haute voix du raisonnement. C'est-à-dire que pendant qu'ils faisaient leur diagnostic, ils devaient expliquer à haute voix leur raisonnement diagnostique. Et qu'est-ce qui se passe avec ce groupe-là,
qui nous embête, hein, parce que notre courbe d'apprentissage, elle est un peu cassée au milieu, eh ben, c'est qu'ils ne sont pas capables de verbaliser. Ils font leur diagnostic en 1 ou 2 secondes, et la seule chose qu'ils sont capables de dire, c'est « Waouh, c'était facile ». Les internes, vous avez vu qu'ils progressent pendant leurs études, eux, quand on leur demande de verbaliser, verbalisent ce qu'on leur a enseigné. Le raisonnement qu'ils mettent en œuvre, c'est grand 1, petit a, petit b, petit c. Ils mettent en œuvre une procédure telle qu'on leur a enseignée. Alors que les radiologues expérimentés, manifestement, mettent en œuvre un automatisme. Stimulus, réponse. Lésion, diagnostic. Et les radiologues experts mettent en œuvre quelque chose du type « a priori, je pense à tel diagnostic, mais s'il existait une information qui puisse infirmer mon premier diagnostic, quelle serait-elle » Et ils vont rechercher des infirmations. Et en recherchant des infirmations, ils finissent par trouver cette deuxième petite lésion qui était difficile à voir. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que ces 3 populations de radiologues ont réalisé 3 apprentissages différents. Les radiologues expérimentés, par la pratique répétée, ont développé des automatismes. Les internes, pendant leurs études, ils ont appris des procédures contrôlées, pas à pas. Les radiologues experts, ils ont appris une démarche qu'on pourrait appeler métacognitive, vous mettez le mot qui vous plaît dessus, mais en gros une démarche dans laquelle ils sont capables de raisonner, puis de raisonner sur leur propre raisonnement. Alors après, quand on connaît les conditions de travail de ces personnes-là, c'est tout à fait normal. Les hospitalo-universitaires passent leur journée à expliquer aux internes. Les hospitalo-universitaires sont souvent avec des collègues devant lesquels ils doivent se justifier. Et puis surtout, les hospitalo-universitaires, ils ont surtout les cas difficiles. Ceux qui, justement, posent des problèmes de diagnostic. Mais il me semble que apprendre une procédure, développer un automatisme ou apprendre une démarche réflexive, métacognitive, ce sont bien 3 apprentissages différents. Et les conditions de réussite de ces apprentissages sont différents. L'apprentissage d'un automatisme est fondé sur la répétition à l'identique. L'apprentissage d'une démarche réflexive n'est pas basé sur la répétition à l'identique, c'est d'un autre apprentissage qu'il s'agit. Celle-là, si vous la connaissez? Il manque un I à Italie. Et on ne le voit pas. Hein, c'est une autre caractéristique des automatismes. Hein. Quand on a acquis un automatisme, on a acquis un espèce de rouleau compresseur qui se fout complètement des détails. Il manque un I à Italie, c'est pas grave. Ouais, je lis Italie, et puis... Allez, un autre grand classique de la recherche en psychologie cognitive. Vous connaissez ces études qui datent de la fin des années 40, hein, les études de Groot dès 1946. Qu'est-ce qu'on fait? On présente un échiquier à des joueurs d'échecs, on met 25 pièces sur l'échiquier, c'est une partie en cours. Les joueurs ont quelques secondes pour prendre connaissance de la partie, puis on met les pièces sur le côté et ils doivent repositionner le plus grand nombre de pièces possible. Et le résultat de Groot, bon, c'est celui-là, résultat classique en psychologie de l'expertise. Mais Chase et Simon ont eu l'idée en 1973 de répliquer la manip et de présenter les 25 pièces de façon aléatoire sur l'échiquier. Ça n'est plus une partie en cours, ce sont 25 pièces disposées sur un échiquier. C'est un problème, ça, surtout que dans les années 50-60, quand le résultat de Groot était interprété, vous aviez une interprétation inéiste, hein, vous savez, les gens qui ont une bonne mémoire deviennent bons aux échecs, machin, c'est pour ça que les gens intelligents sont intelligents. Vous avez une interprétation plus constructiviste en disant
en jouant aux échecs, ils ont construit des schèmes de haut niveau qui sont capables de... machin. Ben, en fait, il me semble que ce que montrent Chase et Simon, surtout, c'est que la première tâche, la tâche de De Groot, c'est une tâche de compréhension, ce n'est pas une tâche de mémoire. C'est parce qu'ils comprennent la partie qu'ils sont capables. Voilà. Mais quand il n'y a aucun sens, quand c'est de la mémorisation pure, apprendre par cœur quelque chose qui n'a pas de sens, pour soi, vous voyez que l'effet de l'expertise disparaît complètement. Un autre exemple pour essayer de vous convaincre, je ne sais pas si vous connaissez ces manips classiques en psychologie de la compréhension. On fait lire un texte ou des phrases à des individus, et ce qu'on fait varier, c'est le moment où on les interroge. Soit on les interroge immédiatement après la lecture, soit 40 minutes après la lecture, soit 2 jours après la lecture, soit 4 jours après la lecture. Et on leur pose des questions de modèles de situation, c'est des questions de compréhension à propos d'inférence, c'est-à-dire des éléments qui ne sont pas explicitement dans le texte, mais qu'on a compris en enrichissant le texte, en produisant des informations, en déduisant des informations, bref, des inférences. Et vous voyez que les questions d'inférence ne subissent absolument pas l'effet du temps. En revanche, les questions de base de texte, c'est le sens littéral du texte, subissent fortement l'effet du temps. Et les questions de surface, c'est-à-dire les questions de mémoire de mots du texte, subissent encore plus dramatiquement l'effet du temps. Donc quand je compare mémoriser et comprendre, je compare non seulement des processus différents, mais je compare des processus qui, par exemple, subissent différemment l'effet du temps. Donc voilà, avec des collègues, on s'est dit, finalement, les humains ont la capacité d'apprendre des connaissances qui sont différentes, des connaissances qui sont générales, qu'on peut utiliser dans tout un tas de contextes, ou des connaissances qui sont particulières, spécifiques à des contextes, des connaissances qui sont procédurales, des connaissances de type pour faire ça, il faut faire ça, puis ça, puis ça, des connaissances qui sont des séries d'actions ou d'opérations, des séquences, ou des connaissances déclaratives à propos des objets, des relations qu'ils obtiennent, à propos de tout ce qui consiste à donner du sens. Et en croisant ça, on obtient des connaissances différentes. En haut, c'est les concepts. En bas, on distingue la connaissance spécifique d'un texte, la compréhension d'un texte, d'une image, de quelque chose de particulier, la trace littérale. Ici, on a distingué un savoir-faire, une procédure contrôlée et un automatisme. Et en haut, une méthode, une démarche générale. Tout ça pour dire que chacun de ces apprentissages correspond à un processus différent. Conceptualiser, comprendre, mémoriser littéralement, automatiser, procéduraliser, prendre conscience, sont 6 processus d'apprentissage différents. Et quand on s'amuse, comme on l'a fait, à aller regarder la littérature sur chacun de ces processus, comment favoriser la mise en œuvre de ces processus, on trouve une littérature qui nous dit qu'il y a des différences. Par exemple, si on veut que nos élèves réussissent à automatiser, alors, dans notre apprentissage, on doit mettre de la répétition. On doit mettre de la fréquence. Mais si mon objectif est que mes élèves comprennent quelque chose, la répétition ne sert à rien. Si mon objectif est que les élèves conceptualisent quelque chose, je vais avoir besoin de leur proposer des tâches avec de la catégorisation. Mettez ensemble ce qui va ensemble. Séparez ce qui n'est pas pareil. Identifiez les traits communs. Et ces tâches de catégorisation qui sont hyper importantes quand on veut conceptualiser ne tiennent à peu près aucun rôle quand on veut apprendre par cœur ou quand on veut automatiser. Donc on s'est amusé, entre guillemets, ça nous a pris 2 ans de boulot, pour produire un tableau comme ça, c'est-à-dire pour chacun des processus d'apprentissage, essayer d'identifier ce qu'on peut mettre dans la situation d'enseignement quand on veut favoriser tel type d'apprentissage.
Pourquoi ça a été long de faire ça? Parce que les psychologues cognitivistes, dont je fais partie, sont des gens qui ne s'adressent pas à la parole. Les spécialistes de la conceptualisation conchient les spécialistes de la compréhension, qui ont un profond mépris pour les spécialistes, etc., etc. Ce sont des communautés qui sont largement étanches les unes aux autres. Et quand on a essayé d'aller voir ces communautés, on a vu effectivement une opacité dans les bibliographies. C'est vraiment, voilà, c'est un fonctionnement en silo de la psychologie cognitive, et c'est fort dommage, surtout pour ceux qui se tapent la littérature. Et voilà ce qu'on a obtenu. Donc mon objectif n'est pas de le détailler, hein, vous irez voir dans le détail, on a publié ça je ne sais pas combien de fois, parce que pour une fois qu'on avait une bonne idée, on l'a rentabilisé. Mais on trouve effectivement des ingrédients différents à mettre en œuvre dans des situations d'enseignement selon le type d'apprentissage visé. Et donc je crois qu'on peut prendre avec sérieux, en tout cas je vous y invite, cette approche de la différenciation qui n'est pas centrée sur les différences entre les élèves, mais centrée sur les différences entre les apprentissages. Maintenant, je vais vous présenter une deuxième idée. C'est une idée qui consiste à dire, si j'ai compris que c'était délétère de vouloir avoir des objectifs d'apprentissage différents pour des élèves différents, alors ce que je peux faire, c'est plutôt me concentrer sur la tâche que sur la connaissance à apprendre. Et je vais me poser la question très simple, en apparence en tout cas, c'est s'il existe deux tâches différentes qui permettent d'apprendre la même chose, alors autant proposer la tâche la moins exigeante aux élèves les plus en fragilité pour cet apprentissage-là, bien entendu pas pour un autre, au moins temporairement. Et petit à petit, ils vont pouvoir faire face à la tâche qui est donnée aux autres élèves, ceux qui sont en facilité par rapport à cet apprentissage-là. Donc, on a fait ça. Juste pour que vous compreniez la suite, dans la théorie de la charge cognitive, on distingue dans toute situation d'apprentissage par enseignement 3 efforts que doivent faire les élèves. La charge essentielle, c'est l'effort pour apprendre, c'est-à-dire l'effort à fournir pour modifier ses connaissances. La charge intrinsèque, c'est la charge liée à la tâche. Hein, je dois résoudre ce problème, je dois comprendre ce texte, je dois faire cet exercice, je dois préparer cet exposé, je dois conduire ce travail de groupe. OK ? Et la charge extrinsèque, c'est tous les efforts que je dois faire pour traiter les informations inutiles. Parce que parfois, mon enseignante ou mon enseignant a manqué de vigilance et a rajouté des détails dans l'énoncé qui ne servent pas à grand-chose, a rajouté des informations dans le texte qui ne servent pas à grand-chose, etc. L'idée très très simple de cette approche, c'est parfois, nous concevons des situations où la charge extrinsèque est tellement importante, la charge intrinsèque est tellement importante, hein, la tâche est tellement exigeante, il y a tellement d'informations à traiter que les élèves, même ceux qui s'engagent dans la tâche, peuvent réussir l'activité, mais réussir l'activité à consommer toutes leurs ressources. Il ne reste plus de ressources pour apprendre. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver des moyens de réduire la charge extrinsèque, voire de réussir à réduire la charge intrinsèque, pour libérer le plus possible de ressources. Et c'est un domaine de recherche qui a de plus en plus de succès. Le nombre de fois où c'est cité ne cesse d'augmenter. Et actuellement, de façon assez approximative, on est à peu près entre 9 000 et 10 000 expérimentations publiées dans ce domaine-là. La recherche dans le domaine a commencé il y a 40 ans. Et on en est à peu près, donc 40 ans après, à peu près à 9 à 10 000 expériences publiées. Je vais vous présenter un premier effet qui est assez contre-intuitif,
Et puis après, je vous en présenterai 2 ou 3 autres, et puis on ira directement à la synthèse à la fin. Alors, je vais vous présenter directement l'exemple. Donc, imaginez, je prends toujours le même exemple, un jour il va falloir que j'en change. Imaginez que je suis dans une progression à un moment donné où j'ai travaillé avec mes élèves plus dans la compréhension, hein, les sommes des angles du triangle est toujours égale à 180 degrés, les angles opposés par le sommet sont égaux, et là je suis à la phase vraiment où je vais essayer de transformer ce que les élèves ont compris en un savoir-faire, d'accord? Je vais proposer des exercices d'application pour transformer quelque chose qu'on a compris en quelque chose qu'on sait mettre en œuvre. Ceci est un exercice d'application de la somme des angles du triangle, les angles opposés par le sommet, tout à fait banal. Et ce qu'a découvert John Sweller, c'est que si, au lieu de proposer cette consigne-là, vous proposez cette consigne-là, dans la figure ci-contre, calculez autant d'angles que vous pouvez, cet exercice est réussi par de plus nombreux élèves, notamment les élèves les plus en difficulté. Autrement dit, la différence ne s'obtient pas chez les élèves qui ont des facilités avec cet exercice-là, mais sur les élèves les plus en difficulté. Pourquoi? Si je reviens à l'énoncé initial, ce qu'on me demande, c'est de calculer la valeur de cet angle-là, et je dois faire un raisonnement en 3 étapes. 1, je n'ai pas assez d'informations pour calculer cet angle, donc je dois calculer l'angle opposé en utilisant les angles opposés par le sommet. Ensuite, je dois utiliser les 2 valeurs qui me sont données, les soustraire à 180, ça va me donner la valeur de cet angle-là, et une fois que j'aurai cet angle-là, j'aurai la valeur de cet angle-là. OK? Maintenant, regardez avec cette consigne. Du point de vue de la connaissance, c'est exactement la même chose. Je mets en œuvre la somme des angles du triangle et je mets en œuvre les angles opposés par le sommet, sauf qu'on m'enlève la tâche de raisonnement en 3 étapes. Je n'ai plus que, premièrement, qu'est-ce que j'ai comme information? Les 2 angles, qu'est-ce que je peux faire? Calculer le 3e. J'ai quoi ensuite? J'ai cet angle-là, qu'est-ce que je peux faire? Calculer l'angle opposé. Vous voyez, du point de vue des apprentissages, les 2 situations sont équivalentes, mais la première version rajoute une tâche de raisonnement qui est peut-être intéressante, mais qui n'est pas directement en lien avec les apprentissages. Ce qui expliquerait pourquoi, quand on s'intéresse que aux élèves les plus performants, il n'y a aucune différence entre les 2 énoncés. Mais quand on s'intéresse aux élèves les moins performants pour ce type d'apprentissage en mathématiques, il y a plus d'élèves qui réussissent dans cette 2e condition que dans la première. Pourquoi? Parce qu'on a maintenu l'objectif d'apprentissage et on a baissé l'exigence de la tâche. Ça va? Et d'ailleurs, parenthèse, cet effet-là, donc ne pas trop spécifier le but du problème, indiquer plutôt à l'élève qu'il doit atteindre tous les buts qu'il peut atteindre, faire tout ce qu'il sait faire, c'est un résultat analogue a été obtenu dans un autre domaine, en psychologie de la motivation. Des consignes comme ça permettent aux élèves les plus fragiles de plus s'engager dans l'apprentissage que des consignes plus spécifiques. Alors, le fameux problème résolu, qui est sans doute l'effet qui a fait couler le plus d'encre et qui est peut-être le plus intéressant, ou en tout cas le plus contre-intuitif dans un premier temps. J'ai dit ça aussi. Donc, je reviens à mon problème. Je dois résoudre le problème et ça va m'apprendre à mettre en œuvre la somme des angles du triangle et les angles opposés par le sommet. Ici, l'idée, c'est de dire... au lieu de donner un problème à résoudre, je vais donner un problème à étudier. Les élèves vont devoir étudier la solution du problème et je vais mettre dans ma consigne, par exemple, parce qu'après, tu vas devoir l'expliquer à un camarade. Ou je donne une consigne du type, parce qu'après, tu vas devoir la formuler avec tes propres mots.
Donc, une consigne d'explication à autrui ou une consigne d'auto-explication. Et ce qu'on montre, c'est que si certains élèves ont la condition problème résolu et d'autres ont la condition problème à résoudre, je ne sais pas, on leur donne une série de 5, c'est les mêmes problèmes à étudier ou à résoudre, et que en 6e problème, je donne un problème à résoudre de ce type-là, les élèves, dans la condition problème résolu, résolvent mieux le problème 6 que les élèves dans la condition problème à résoudre. Mais cette différence ne s'observe que chez les élèves les plus fragiles. Les élèves qui sont capables de résoudre le problème de mathématiques apprennent mieux dans la condition problème à résoudre. Donc j'ai le même objectif d'apprentissage, la somme des angles du triangle, les angles opposés par le sommet. J'ai une condition qui va très bien aux élèves les plus à l'aise, la tâche de résolution de problème, qui est sans doute une des meilleures façons d'apprendre, en tout cas ce type de connaissance. Et pour les autres, j'ai une version dans laquelle les problèmes sont résolus. Alors peut-être pas les 5 problèmes, peut-être les 3 premiers. Ou encore mieux, peut-être le premier entièrement résolu. Puis le 2e et le 3e, il n'y a que la moitié de la solution qui est donnée. Puis, etc., etc. Quand je dis que rien de nouveau, donc on a trouvé ça, des exemples de problèmes résolus en mathématiques sur des tablettes qui ne sont pas des tablettes PC ou Apple, mais des tablettes uniformes qui ont un peu plus de 4000 ans. Et donc, il y a 4000 ans, les problèmes résolus existaient déjà. Donc, ne me faites pas dire que je vais vous présenter quelque chose de nouveau. Puis voilà, il y a d'autres effets. Ici, l'attention partagée, le fait que si les élèves doivent mentalement mettre en relation des informations, mettre en relation A et B, mentalement, cognitivement, je dois faire le lien entre les deux, je facilite l'apprentissage, je baisse la charge cognitive si les informations A et B, je les présente dans le même espace et dans le même temps. Ce principe d'intégration de l'information, ici je reprends mon exemple, parce qu'effectivement, si je dois comprendre cette solution, vous voyez ce que je dois faire, c'est que je lis cette phrase, l'angle DBE, je dois de là aller mettre mon regard ici. Une fois que j'ai mis mon regard ici, je dois aller là, l'angle ABC, c'est lequel? C'est celui-là. Vous voyez, comprendre cette explication, c'est naviguer entre les deux côtés de l'explication. Ça, cette navigation entre l'explication et la figure géométrique, c'est une activité cognitive qui est peut-être très intéressante, mais qui n'a rien à voir avec l'apprentissage visé. Voilà une autre façon. Qu'est-ce qu'on a fait? On a intégré physiquement les informations à mettre en relation. En faisant ça, on a baissé la charge cognitive des élèves. Vous voyez encore une fois, on n'a pas changé l'apprentissage, on a changé le support pour baisser l'exigence du traitement du support. Bon, pour avoir le temps de finir, je résume, et là je vous ai présenté quelques-uns de façon détaillée, mais simplement pour vous dire, si vous vous intéressez à cette façon d'envisager la différenciation pédagogique, où on essaye de maintenir l'objectif d'apprentissage coûte que coûte, ce qu'on change, c'est la tâche ou le support, où on essaye temporairement de réduire l'exigence de la tâche et du support pour, dans un second temps, mettre tout le monde au même niveau d'exigence, a produit un certain nombre d'effets que je vous ai présentés, certains de façon détaillée, d'autres de façon très rapide. Je vous prie d'en m'excuser, mais voilà, ça a été publié 150 fois. Vous trouverez ça très facilement. L'effet des pauses, là, c'est un effet, on en parlait tout à l'heure, qui est un effet très sympa qu'on a obtenu avec des élèves qui n'ont pas le profil élève en difficulté. C'est des étudiants en médecine, en 2e année de médecine. Ils viennent de réussir un concours ultra difficile.
où sur des milliers de candidats, il n'y a que 200 qui sont sélectionnés. Ils sont dans un cours d'anatomie. On se dit que ce sont des excellents étudiants, sauf que le cours d'anatomie est ultra difficile. Il y a une quantité d'informations à apprendre dans un temps très court. Ben, ces étudiants-là, ils ont beau être excellents, ils sont en difficulté dans le cours d'anatomie. Ce cours est extrêmement exigeant pour eux. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a construit 2 versions du cours. Une version, c'était pendant le confinement, hein, les cours enregistrés en vidéo. Une version dans laquelle on a intégré des pauses, tenez-vous bien, des pauses de 3 secondes, des pauses de 4 secondes. Mais à la fin de chaque phrase, à la fin de chaque moment important. De sorte que la vidéo originale est devenue une vidéo qui durait 25 minutes. Hein. 20 minutes la dictée, la vidéo originale, 25 minutes la dictée dans laquelle on a inséré des pauses. Eh bien, le résultat est publié, hein, vous pourrez les vérifier. Quand on mesure les progrès, hein, c'est la différence entre le niveau des élèves avant la vidéo et après la vidéo, là, le progrès avec les pauses, on n'a fait que appliquer ça. Et de 20% supérieur dans la condition avec les pauses que dans la condition sans les pauses. Ce n'est pas les performances hein, qui sont supérieures, c'est le progrès. Vous imaginez un effet de type 20% sur des progrès des élèves. Mais pourquoi? Parce que le cours est terriblement exigeant pour ces étudiants. Et ce qu'on a fait, c'est juste réduire l'exigence de la tâche, donner plus de temps pour le faire, pour viser le même apprentissage. Et on n'obtient pas du tout le même résultat quand on dit aux élèves, aux étudiants, de décider où ils font pause. Là, quand on demande aux étudiants, aux élèves de décider quand ils font pause, c'est un résultat qu'on a répliqué 53 000 fois. C'est que, donc j'exagère, mais ça a été vraiment répliqué dans une méta-analyse qui porte là-dessus le montre bien. Décider où on fait pause, c'est très bien pour les élèves qui sont en facilité. Les élèves qui sont en difficulté pour la tâche ont du mal à décider où faire pause. Quand revenir en arrière. Si bien que dans un article avec une collègue à ce propos, on a dit, ben, finalement, ces outils qui permettent aux élèves, hein, comme le lecteur MP3 en classe de langue, comme la vidéo, etc., le même outil, pour le même apprentissage, est une émancipation pour certains élèves et une double peine pour d'autres. Parce qu'en rajoutant une tâche métacognitive, on améliore les apprentissages pour les élèves qui ont le plus de ressources et on détériore l'apprentissage pour les élèves qui ont le moins de ressources. Alors, bien entendu, les travaux que je vous ai présentés ont été l'objet de critiques importantes. Je vous laisse les lire. L'ignorance de la motivation, oui, tout à fait. Il y a suffisamment de travaux sur la motivation, tous plus intéressants que les uns que les autres. C'est juste la recherche dans ce domaine a décidé de se focaliser sur autre chose que la motivation des élèves. Les effets de profondeur de traitement, là, je pense que c'est une... la perspective vygotskienne sur les apprentissages, le fait que ce n'est pas toujours possible de distinguer la tâche et l'apprentissage, comme je l'ai fait. En langue vivante, par exemple, il y a certaines situations où on est dans une interaction langagière, c'est la tâche. Pourquoi? Pour faire de l'interaction langagière, c'est le but. Et donc, il y a certaines situations où la distinction entre la tâche et l'apprentissage ne fonctionne pas. Mais c'est une approche qui permet d'accumuler des résultats et je crois que c'est important en psychologie de l'éducation d'avoir comme ça des domaines dans lesquels on est capable de produire des résultats expérimentaux et de les accumuler, de réfuter certains aspects de la théorie. Donc on est obligé de faire... Et ce sont des connaissances, en tout cas je le crois, qui sont disponibles pour l'ingénierie, c'est-à-dire des connaissances qui ne prétendent pas concevoir des situations d'enseignement à la place des enseignants, mais dire aux enseignants, quand vous concevez la situation d'enseignement, il y a telle connaissance qui est à votre disposition, par exemple l'effet du problème résolu, et cette connaissance, dans telle situation, vous allez pouvoir l'utiliser, dans telle autre situation, vous allez ne pas l'utiliser, c'est à vous d'en décider. Et enfin, pour signaler que les travaux dans le domaine de la théorie de la charge cognitive sont bien entendu toujours en cours. Nous organisons un colloque chaque année là-dessus, et là je vous ai donné les thèmes qui émergent depuis 2 ou 3 ans.
La prochaine conférence a lieu à Santiago du Chili. Je vous dirai en décembre 2022. Et puis on verra bien à ce moment-là s'il y a d'autres thèmes, mais en particulier les travaux actuels essentiellement conduits aux Pays-Bas sur l'intégration des travaux sur les apprentissages autorégulés et la théorie de la charge cognitive me semble extrêmement prometteur. Voilà, je vous remercie.